Sylvie Lemay est notre invitée. Sylvie Lemay est conseiller maître à la Cour des comptes et co-auteur du rapport pour une stratégie française de la finance verte, un rapport qui a été remis aux ministres Nicolas Hulot et Bruno Le Maire. Dans ce rapport, madame, il est notamment question du financement de la transition dans les pays du Sud. Vous indiquez, je vous cite, « Le développement des pays du Sud devra être peu carboné ». Quels sont les leviers financiers sur lesquels la France peut ou doit agir précisément pour développer ou développer davantage des projets peu carbonés? Alors, d'abord, la première chose qu'il faut savoir, et que vous savez sans doute, c'est que l'accord de Paris prévoit que chaque pays propose sa contribution nationale de développement en matière climatique. Et cette contribution comprend, en tout cas pour les pays du Sud, une partie qui peut être conditionnelle à l'obtention de ressources. Donc on a déjà là, pour tout un paquet de pays, une sorte de programme, ou en tout cas une liste de projets que les pays sont prêts à faire à condition d'avoir les ressources en face. Donc je dirais que c'est la première chose à laquelle il faut s'intéresser. Et ce sont des projets peu carbonés. Et ce sont des projets peu carbonés par définition. On est bien d'accord avec moins de carbone possible. Le moins de carbone possible, absolument. Alors après, il y a vraiment beaucoup de leviers sur lesquels la France, comme d'autres pays d'ailleurs, bailleurs de fonds, peuvent jouer. La première chose, je dirais que ce n'est pas un instrument financier, c'est un engagement de dialogue de politique ou de politique publique sur précisément cette trajectoire des pays. Certes, les pays ont écrit quelque chose pour la COP21, la France la première, mais c'est un travail qui évolue évidemment d'une année sur l'autre et certainement, en tout cas depuis 2 ans, c'est incitatif, c'est pas coercitif et c'est au nom du bien commun. Ça n'est évidemment pas coercitif et surtout, le monde évolue extrêmement rapidement. Par exemple, pour le prix des énergies renouvelables, on a, comme vous le savez, une chute des prix très importante des énergies renouvelables. Donc, un pays donné peut se dire, ah bah finalement, compte tenu des prix respectifs de l'énergie renouvelable et du charbon, par exemple, je vais modifier ce que j'ai proposé. Donc la première chose, c'est déjà de retravailler sur ce plan-là et en faire un vrai plan d'investissement des pays en question sur le secteur de l'énergie, sur le secteur du transport et sur le secteur, par exemple, des bâtiments, mais aussi l'agriculture ou la forêt. Première chose. Deuxièmement, ensuite, il y a tout un paquet d'instruments financiers possibles. Il y a évidemment des instruments financiers qui sont dédiés au climat, c'est le Fonds vert. Donc la première chose que la France peut faire, c'est contribuer au Fonds vert, ce qu'elle a fait, et contribuer à des fonds multilatéraux qui vont être particulièrement pour le climat. La deuxième chose, c'est évidemment financer à travers des fonds bilatérales, donc l'Agence française de développement étant particulièrement bien placée pour ça. Là, ce sont, je dirais, les organismes. Après, qu'est-ce qu'on fait à travers ces organismes-là? Et là, je crois que c'était l'intérêt de la discussion d'aujourd'hui, c'est qu'au fond, il faut que la puissance publique intervienne là où elle est le plus légitime et qu'elle ne prenne pas la place du secteur privé, parce que fondamentalement, le secteur privé va financer une grande part de ces investissements-là. Vous dites cela, Madame Lemay, avec prudence. Et selon vous, où est la participation ou la juste participation des pouvoirs publics dans cette transition écologique et cette aide au développement sur des produits ou des projets moins carbonés? Eh bien, écoutez, si vous avez 2 projets dans 2 pays qui sont à peu près identiques, mais qui, dans un cas, pour des raisons X, Y ou Z, ont un retour ou un retour sur investissement, un niveau de profit qui est acceptable par le secteur privé sans intervention publique, alors je dirais que ça n'est pas le lieu d'investir. Or, aujourd'hui, ça peut être le cas, parce qu'au fond, c'est moins risqué, c'est plus facile. Dans d'autres pays, le même projet, pour d'autres raisons, parce qu'il est jugé plus risqué par les investisseurs privés, parce que l'argent est rare dans ce pays-là, parce que la technologie est peut-être un tout petit peu moins mature, ce projet a un taux de retour qui est bien inférieur, alors c'est là
que l'argent public doit se concentrer là où ne va pas le privé, sur des projets qui permettront ensuite de faire maturer les technologies. Sur la concentration précisément, ou l'investissement des moyens financiers publics, il y a dans le rapport que vous avez mené une recommandation portant sur la nécessaire incitation des institutions financières internationales à financer dans les pays en développement des projets bas carbone, souvent plus risqués, on l'a bien compris. Ouais. Par quel mécanisme peut-on favoriser ce type de comportement ? Vous voulez dire des institutions elles-mêmes, des institutions financières. C'est ce qu'on écrit dans le rapport, c'est que ce que je viens de dire là ne se fait pas spontanément, parce que si je suis un chef de projet à la Banque mondiale ou ailleurs, je vais essayer moi-même d'équilibrer mes risques. Donc il faut que l'on me dise et qu'on me fixe d'une certaine façon un objectif particulier, qu'on me donne des instruments particuliers qui vont me permettre de prendre plus de risques. Donc il faut d'une part, à mon avis, qu'il y ait une vraie volonté des boards de ces institutions-là de dire voilà le type d'action que vous devez mener qui soit plus risqué et pour tel montant ou tel pourcentage de l'ensemble de vos actions. Et deuxièmement, il faut que aussi les boards soient cohérents, c'est-à-dire acceptent qu'éventuellement, puisqu'il y a plus de risques, il y aura plus de pertes. Et donc il faut qu'il y ait une augmentation des fonds propres ou des subventions pour couvrir ce genre de choses. Et je pense qu'au bout du bout, on s'y retrouvera énormément parce que ce type d'action est normalement censé avoir un vrai effet de levier sur le secteur privé et donc va décupler l'ensemble de l'argent qui ira aux pays en développement. On a parlé un peu de votre rapport, celui que vous avez mené, on a parlé de la conférence de Paris, on est bien au cœur de la transition écologique dans vos propos. La question est politique, je sais bien que vous n'êtes pas politique au sens premier du terme, mais avez-vous le sentiment, vous, madame, qu'aujourd'hui la France est dans cette volonté d'aide à la transition écologique, pas uniquement dans notre pays, mais bien un peu partout dans le monde? Oui. Alors là, j'ai aucun doute. La France est tout à fait dans cette optique-là pour elle-même, et je pense que le rôle qu'elle a joué pendant la COP 21, d'une certaine façon, l'oblige, au sens noble du terme, à effectivement aider et soutenir l'ensemble des pays qui veulent aller dans cette direction-là. Et je crois d'ailleurs que ça n'est pas un rôle... Enfin, c'est un rôle peut-être un petit peu difficile, mais ce n'est pas un rôle si difficile que ça, parce que les pays sont aujourd'hui convaincus, les pays ont signé l'accord de Paris. Et je crois que les pays en développement en particulier... C'est pas qu'une vitrine, la signature, elle veut dire quelque chose pour ceux qui l'ont signée. Ah, j'en suis absolument convaincue. Totalement convaincue. Il n'est qu'à voir le fait que... Si les gens n'avaient au fond signé que sur la pointe des pieds, si on peut dire, je pense qu'ils auraient pris prétexte du retrait américain pour sortir. Ils sont allés au bout. Et le fait que l'ensemble des pays soient restés, pour moi, c'est un signe très fort. Le monde a compris, ça y est, le monde a compris. Maintenant, le monde est prêt à y aller. Donc la question ne se pose même plus. La France se donne des allures de chef de file en la matière, mais qu'a-t-elle de plus que les autres pour justement aider certaines zones du monde, notamment en Afrique, à aller vers cette transition écologique ? Plusieurs choses. D'une part, elle se l'applique à elle-même. Quand on essaye d'entraîner les autres, si on ne fait pas soi-même, en général, ça ne marche pas, il y a un problème de crédibilité. Et donc la France a mis en place vraiment tout un paquet de mesures qui sont aujourd'hui, vous l'avez entendu même dans la salle, citées, sont des références, que ce soit l'obligation pour les fonds d'investissement de faire un reporting régulier sur la façon dont ils intègrent le climat et leur impact climat. C'est des choses qui peut-être paraissent techniques, mais qui jouent un rôle, je vous assure, très très important. Quand vous êtes un énorme fonds d'investissement qui a des milliards, qui brasse des milliards, et que vous savez à la sortie qu'à la fin de chaque année, vous allez être obligé de dire la façon dont votre fonds a un impact sur le climat, vous n'agissez plus de la même façon. Donc, elle l'a fait sur le plan financier, elle l'a fait sur le plan de l'énergie, elle a pris des engagements importants, elle a une loi sur la transition énergétique et elle l'applique de façon systématique dans l'ensemble des secteurs. Et le président Macron a repris l'ensemble de ces engagements-là et va même plus loin, puisque en matière, par exemple, de véhicules individuels, il a annoncé la fin des véhicules à combustion en 2040. Ça peut paraître anecdotique et ça ne l'est vraiment pas. D'ailleurs, on voit bien que les constructeurs se mettent à y réfléchir. Et c'est à travers ce genre de mesures-là qu'on est crédible, je pense, et qu'on peut attirer les autres. Donc il va falloir que la France reste à l'avant-garde. Et je pense qu'elle est en train de se donner les moyens de le faire, mais les choses sont à voir dans les mois qui viennent. Ensuite, comment est-ce qu'elle peut le faire
pour les autres pays, l'important sera d'une part de l'inscrire dans la stratégie de l'Agence française de développement. Et l'Agence française de développement, et je m'en félicite, a pris l'engagement d'avoir l'ensemble de ces opérations qui seront 100% compatibles à l'accord de Paris. Donc on n'est plus juste dans 50% des prêts qui seront à co-bénéfice climat en 2020, qui était l'engagement de la COP21, mais l'AFD essaye d'aller plus loin. Alors, la méthodologie qu'ils vont développer pour définir ce que veut dire 100% compatible à l'accord de Paris sera à mon avis très importante pour que les autres suivent. Et elle peut aussi, à travers sa participation dans les conseils d'administration de la Banque mondiale, des banques régionales, du Fonds vert, etc., s'engager pour que précisément de l'argent soit donné, y compris dans ces pays les plus vulnérables, mais qui ne sont pas les derniers à vouloir avoir un développement bas carbone. La Mauritanie s'est donné un objectif de 60% de son électricité qui doit être d'origine renouvelable. Donc, chapeau.